Bienvenue à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence de ISACA Québec. Donc, de concert avec le CERTIA, donc, qui est le Centre de recherche TI Affaires de l'Université Laval, il nous fait plaisir d'avoir une conférence sur apprendre à l'ère des IA génératives. Donc, c'est une conférence qui a eu lieu l'année dernière, qui avait été faite avec Noura et moi, et on avait notre collègue Mathieu qui avait collaboré aussi beaucoup au contenu. On réitère cet élément-là. On voit qu'après 2 ans, les organisations sont toujours à recevoir de plus en plus de gens qui utilisent l'IA. Si vous avez vu le nouveau rapport de l'ATN, les gens l'utilisent peut-être un peu dans leur côté personnel, mais on voit que les étudiants l'utilisent beaucoup dans leur côté professionnel et du côté de l'enseignement. Donc, vous avez peut-être vu sur notre site, pas sur notre site, mais bien sur LinkedIn, on a commencé à partager beaucoup d'informations sur ces éléments-là. À titre de vice-président de ISACA Québec, il me fait plaisir de vous recevoir, mais aussi de vous présenter à mes deux collègues qui vont présenter avec aujourd'hui, donc Noura Djabadji, qui est professeur à l'Université Laval, et Mathieu, qui est conseiller du côté là, de la technopédagogie. Donc, ce concept-là pour aider les gens à l'apprentissage, je vais pouvoir même vous préciser ces éléments-là de manière plus importante avant de débuter. Avant de débuter, c'est moi qui vais gérer vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vais les prendre en compte. Si je sais qu'on va répondre peut-être un peu plus tard, je vais les amener. Sinon, je vais les proposer. Si vous allez sur LinkedIn, vous avez déjà le contenu de la présentation PDF qui est partagé. Vous allez avoir aussi le contenu vidéo qui va être partagé une fois qu'il va être le lien va être rendu disponible. Donc, sans plus tarder, je vous présente mes deux collègues, Noura et Mathieu, pour la présentation aujourd'hui. Ben, moi, vous avez vu double casquette, donc au niveau de chargé d'enseignement, je fais de la formation aussi du côté du carré des affaires. Je fais aussi du conseil auprès de certaines organisations, mais principalement aussi dans ce cadre-ci, j'agis là, au niveau de l'équipe du conseil d'administration de ISACA Québec. Sans plus tarder, je donne la parole à Noura. Noura? Bonjour, je m'appelle Noura. Comme elle a mentionné, je suis un prof en système d'information organisationnelle chez Université Laval. Comme Alain, je fais aussi du consulting. Mes intérêts de recherche touchent à tout ce qui est l'avenir du travail, bien sûr les algorithmes dans les lieux de travail et bien sûr, je suis très intéressée par l'utilisation de l'IA par les étudiants. De mon côté, Mathieu Plourde, je suis conseiller en pédagogie universitaire et conseiller à l'innovation à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Donc, mon rôle, c'est vraiment de faire du soutien à l'enseignement. Donc, je soutiens les enseignants comme Alain et Noura qui font partie justement du corps professoral, du corps enseignant de la Faculté des sciences de l'administration dans l'utilisation de technologies, mais aussi, j'ai un rôle un peu justement de veille au niveau de l'IA et au niveau de comment justement on adresse le potentiel pédagogique, mais aussi les enjeux qui peuvent venir avec l'utilisation de l'IA dans le contexte universitaire. Pour quelqu'un qui est dans la pratique, pour préciser encore mieux les rôles, on a une partie au niveau du contenu, Nura et moi, une partie au niveau du contenu, mais au niveau de l'accompagnement, de comment rendre ces éléments-là encore plus digestes, comment on peut partager ou comment on peut améliorer ou comment on peut expérimenter aussi certaines approches. Ben, les gens comme Mathieu, qui sont au niveau de la technopédagogie, vont nous aider pour faciliter, pour rendre ces choses-là et aussi pour expérimenter puis avoir des retours d'expérience pour d'autres collègues aussi au niveau de l'université. Cette Mathieu? diapositive-là, c'est juste pour justement faire une espèce de petite mise en garde, là. Donc, on n'est pas des experts dans toutes les facettes de l'intelligence artificielle. On arrive ici, tu sais, comme on va vous partager nos expériences, là. Justement, l'idée, c'est de faire un partage de où on en est, qu'on n'aura pas nécessairement des réponses et des recettes pour tous, là, pour toutes, là. Donc, l'IA, c'est un outil.
qui fait partie, qu'on intègre dans notre pratique. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va révolutionner tout, qui va tout changer ou qui va. C'est vraiment, on le considère comme étant un outil et un outil supplémentaire qu'il faut juste penser comment on l'intègre de manière intelligente. Des recommandations sont pragmatiques, pas révolutionnaires, comme on disait. C'est pas une liste exhaustive, puis on va pas nécessairement, on n'est pas nécessairement à la bonne place aujourd'hui pour discuter nécessairement des impacts négatifs. On voit souvent l'empreinte carbone ou différentes choses comme ça qui sont liées à l'IA, ou mettons le biais des données ou les choses comme ça. On ne peut pas nécessairement parler de ça aujourd'hui. C'est pas la place, ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas conscient, mais ce qu'on vous présente, c'est en dehors de la portée de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on est heureuse de parler de Oui, ça plus tard, absolument. hors ligne. Absolument. Bon. OK. Donc, au niveau de. Donc, la première chose qu'on voulait faire, c'est mettre la table, juste établir les bases de qu'est-ce qu'on considère qui est l'IA générative. Donc, peux-tu aller à une prochaine diapositive, Noura? Donc, on va changer de partage d'écran. Je vais vous présenter c'est juste une animation en fait qui a été faite par le Financial Times que je trouvais qui était très bonne au niveau justement de comment expliquer, pour expliquer c'est quoi l'IA générative et juste pour mettre la table, là, qu'on ait toutes les mêmes, la même compréhension de ce que c'est. Donc, la petite animation, ça parle de Generative AI exists because of the Transformer. Le Transformer, c'est vraiment la technologie qui a été développée par Google en 2017, qui est à la base, en fait, des modèles de modèles de langage, le LLM, le Large Language Model, les grands modèles de langage qu'on dit en français. Donc, un LLM, la façon que ça fonctionne, c'est que ça prend des mots qui existent dans la langue, et puis ça les sépare par ce qu'on appelle des tokens. Donc, ça crée des jetons ou des tokens. Ça brise le langage en série de petites particules comme ça qu'on appelle des tokens. Ensuite, ces tokens-là, ils ont justement ce qu'on appelle une espèce de score de proximité. Ces mots-là sont généralement proches d'autres mots dans une certaine langue. Et puis, c'est comme ça que le langage, finalement, se déploie ou se design dans un LLM. Et puis, c'est sûr que, justement, il y a des mots qui sont toujours proches d'un autre mot ou d'autres qui ne le sont jamais. Donc, c'est toujours le modèle de langage est capable de détecter que ces mots-là sont proches l'un de l'autre, généralement dans le langage, ou ne le sont pas selon les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Ensuite, c'est ça. Donc, pour chacun de ces mots-là, il va faire une espèce de probabilité, un score de probabilité. Il va calculer un score de probabilité. Et ce score de probabilité-là va être associé à chacun des mots dans le contexte. Donc, ça permet de déterminer si un mot a plus tendance à être proche d'un autre mot ou non dans une phrase normale dans la langue anglaise ou la langue française. Et puis ça, justement, ça crée ces scores de probabilité-là, puis ce qui fait aussi qu'il y a une espèce de facteur aléatoire dans les modèles de langage. Au niveau il y a certains mots qui sont similaires en termes de comme la mer et l'océan, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup sémantiquement. Donc, ils vont se retrouver des fois interchangeables ou dans les mêmes contextes. Donc, le modèle est capable de détecter que ces mots-là se ressemblent beaucoup, sont utilisés dans des contextes très similaires. Ensuite, donc, ce que ça crée, c'est ces espèces de clusters-là, de mots là, qui représentent justement des mots qui sont proches l'un de l'autre, qui veulent dire des choses similaires, etc., qui créent ces blocs-là de mots qui forment justement les phrases. Donc, ensuite, le modèle de langage est aussi capable, même s'il y a des homophones, est capable de voir la distinction entre les différents mots. Donc, par exemple, le mot intérêt. Dans le cas présent, peut être un mot qui représente une affection et dans d'autres cas peut représenter par exemple le taux d'intérêt. Donc, il est capable de voir la distinction entre, même si c'est un mot qui s'écrit pareil dans deux contextes, il est capable de voir la distinction entre les deux. Il est capable de bâtir ses phrases en fonction de ça. Ensuite, il est capable aussi de détecter le contexte, comme par exemple, le chien a mangé l'os parce qu'il avait faim versus le chien a mangé l'os parce qu'il était délicieux. Il est capable de savoir qu'il y en a un qui est l'objet de l'adjectif qui est utilisé. Donc, ensuite, l'idée derrière ça, c'est qu'après ça, l'idée des tokens, c'est qu'on peut aller plus loin que seulement avec des mots.
C'est que là, les premiers modèles de langage, c'était peut-être juste un mot à la fois. Maintenant, ben, on est capable de faire des prédictions. On fait une prédiction sur le prochain mot, oui, mais aussi, on peut aussi avoir des tokens qui représentent des blocs de mots ou des éléments un peu plus gros, étant donné qu'on a plus de computing qu'avant avec le cloud computing puis des affaires comme ça. Donc, les modèles frontières vont utiliser les capacités pour être capables de créer des tokens, finalement, de différentes longueurs avec différents concepts à l'intérieur. Donc, finalement, c'est que c'est juste une façon différente de bâtir du texte, là. Les modèles de langage, finalement, c'est des probabilités, c'est des statistiques. Si on appelait ça comme ça, le monde ne trouverait pas ça sexy. On utilise le mot intelligence artificielle à la place. Donc, je vais arrêter mon partage, puis je vais revenir à Noura. Donc, au niveau de, justement, ben, il y avait quelques ressources dans l'autre slide aussi là, que vous pourrez aller visiter par vous-même. Mais tu sais, je veux dire, bon, on continue, là, tout le monde sait c'est quoi un chat GPT, on continue. Euh, donc, j'aime beaucoup cette citation-là de Emily Bender. Une grande partie du tour de passe-passe des grands modèles de langage, c'est que tout n'est que du langage. Quand le modèle semble comprendre, en réalité, c'est la personne qui l'utilise qui fait tout le travail de compréhension et tout le travail de création de sens. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un agent conversationnel, euh, c'est quand la réponse qu'on reçoit, c'est nous qui projetons du sens dedans. Donc, ces modèles-là ne sont pas des modèles intelligents, c'est nous qui faisons l'espèce de jugement à savoir si cette information-là est valide ou pas, si on considère que c'est une bonne réponse ou pas. Donc, toujours de garder ça en tête lorsqu'on travaille avec ce genre d'outils-là. OK, donc, au niveau justement de la sécurité, donc, une des choses qu'on recommande, puis ça, c'est un peu basé sur des recommandations qu'on a données à nos enseignants au niveau de la Faculté des sciences d'administration. Donc, toujours prioriser justement la sécurité. Là, je pourrais. Donc, l'idée, c'est une solution gratuite, toujours à prendre avec un grain de sel, toujours à faire attention. Prudence avec les informations que vous partagez dans le système d'IA générative. Les travaux soumis dans le cadre universitaire appartiennent aux personnes étudiantes. Donc, il y a aussi la propriété intellectuelle qui est très importante. Puis, nous autres, une des choses qu'on dit, c'est la correction assistée n'est pas recommandée à nos enseignants parce que justement, on n'a pas l'autorisation des étudiants de partager leur contenu en dehors du contexte d'enseignement et du contexte d'évaluation. Donc, c'est certain que nous, on ne recommande pas de faire ça. La prochaine, c'est à toi, Noura. Ouais. Ouais. Donc, je voulais partager que, bien sûr, les enjeux de sécurité et de confidentialité, ça ne concerne pas seulement les étudiants universitaires ou peut-être les nouveaux utilisateurs qui manquent d'expérience. Donc, je pense que les faits saillants ici sont assez importants. Selon IBM, 60% des professionnels en TI, en fait, considèrent que les préoccupations qui touchent à tout ce qui est sécurité et confidentialité, c'est un grand obstacle pour l'adoption de l'IA. Et donc, les chiffres, on a les chiffres, en fait, de Québec ici. Puis, on voit que la majorité des travailleurs utilisent déjà des plateformes d'IA publiques et que entre 14 et 17 personnes admettent, en fait, d'y entrer des informations qui sont sensibles. Et c'est bien sûr, ce sont juste ceux qui vont avouer qu'ils l'ont fait. Donc, c'est clair que c'est pourtant, c'est pour ça que c'est essentiel, en fait, d'enseigner dès maintenant aux étudiants comment utiliser l'IA de manière responsable afin qu'ils soient prêts à le faire quand ils rentrent dans la force de travail. Ben, Alain, veux-tu parler de cette Ouais. slide-là? Oui, vas-y. Oui, il y a plusieurs règles qu'on doit se faire, là. Si on veut parler de gouvernance, de gestion des TI, il est plus facile présentement d'isoler l'IA parce que c'est une technologie qui est dite disruptive. Si vous regardez, l'université est en train de travailler et a développé des règles, des carrés de sable pour aider les gens pour bien s'aligner. On a encore des défis au niveau du vocabulaire. Si vous regardez, là, il y a encore plusieurs endroits, plusieurs problématiques qu'on a au niveau du vocabulaire, mais ça tend à avoir des bases qui permettent aux gens de mieux se comprendre, d'établir. Plusieurs organisations attendent d'avoir la meilleure solution. Si on se réfère au concept d'agilité, on est peut-être mieux de commencer à avoir quelque chose présentement. Là, vous avez vu, il y a une publication de COBIT qui est sortie il y a quelques jours qui propose justement d'utiliser COBIT pour faire un meilleur alignement pour tout ce qui va y avoir pour l'IA. Donc,
les universités, l'ensemble des universités. On va même avoir une invitée qui va venir là, dans 2 conférences, justement, nous présenter ou discuter des éléments qui peuvent être mis en cause ou les éléments qui devraient être évalués par une organisation lorsqu'on décide de se lancer dans cette aventure-là. Oui, on peut décider de faire comme si ça n'existait pas, donc d'avoir une approche très technophobique, mais on peut avoir une approche qui est très EAC, de dire on peut faire n'importe quoi puisque la loi ne l'encadre pas, mais il y a peut-être quelque chose d'heureux entre les deux. Donc, cette diapositive-là, c'était pour montrer le travail d'une université qui avait fait, qui a peut-être fait un peu plus de cheminement, là, qui ont été un petit peu plus loin là, à ce moment-ci, qui ont pris une longueur d'avance. L'Université de Toronto, ils ont développé justement au niveau de leur politique de sécurité d'information une section sur l'intelligence artificielle, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, dans ça-là, ils ont vraiment déterminé c'est quoi les niveaux de données, comment ça avait été classifié. Donc, si tu montres la prochaine animation, Noura. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont développé, il y avait déjà cette espèce de classification des données de l'organisation. Et puis, ils ont déterminé que les IA, par défaut, devaient, s'il y avait quelque chose qui était entre les niveaux 4 et 2 et 4, ne devait pas être utilisé dans les outils d'IA. Sauf avec approbation. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont déterminé que avec justement les schémas de classification d'informations qu'ils avaient déjà fait, que ces niveaux-là. Donc, chaque organisation, je pense, va avoir à faire cette réflexion-là à un moment ou à un autre, et dans la vôtre également, là, j'imagine. Donc, je trouvais que ça, c'est un bel exemple, puis vous allez l'avoir dans les références. On continue. Donc, mettez-vous les mains dedans. Ça, c'est le deuxième conseil qu'on donnait. Donc, l'idée, c'est, on continue dans la prochaine diapositive. Au niveau de l'Université Laval, le seul outil qui a été déployé au niveau institutionnel, c'est Microsoft Copilot. Donc, l'idée, c'est que cet outil-là a été développé dans l'environnement Microsoft 365, a été déployé. Donc, l'idée, c'est que cet outil-là est disponible et au corps professoral et aux étudiants, aux personnels administratifs aussi. Donc, on sait que si les gens veulent utiliser quelque chose avec des données plus sensibles ou des données institutionnelles, cet outil-là est un outil qui est accessible à notre communauté. Donc, entre autres, une des utilisations qui peut être faite de copilote, c'est justement pour discuter avec du matériel de cours. Donc, on pourrait, à la limite, si par exemple, il y avait un PDF dans un site de cours, l'étudiant pourrait avoir ce fichier-là ouvert dans son navigateur, dans Edge, par exemple, et utiliser l'application copilote sur le côté et poser des questions à ce matériel de cours, peut-être se faire poser, se quizer un peu sur qu'est-ce que c'est l'information qu'il y a dans ce document-là, se faire des résumés, etc. Donc, c'est une des choses qui peuvent être faites avec ce genre d'outils-là à ce moment-ci. Un autre outil qui est déployé en pilote présentement par la bibliothèque de l'Université Laval, c'est l'outil Elicit. Elicit, qui est un outil qui permet de faire de la recherche scientifique. Donc, de ressources scientifiques dans les bases de données universitaires et qui va justement, si on lance une espèce de question vague de recherche ou une question de recherche, il va trouver des sources dans des revues scientifiques qui ont été justement peer-reviewed, des revues officielles et qui vont aider justement les chercheurs à aller explorer ces informations-là et à explorer les données qui sont dans ces différents documents-là. Donc, un accélérateur pour la recherche également. Puis tout ça, on ramène toujours l'idée de l'ingénierie de la requête. C'est important que les gens justement comprennent que lorsqu'on utilise ce genre d'outils-là, on veut toujours donner le plus d'informations, l'information la plus précise possible aux participants ou à l'agent conversationnel. Donc, il y a beaucoup de modèles qui existent là, au niveau de l'ingénierie de la requête, mais moi, je pense que l'aspect que les gens oublient souvent au niveau bien sûr, on va avoir le rôle, le contexte, la tâche, le format, les contraintes, les choses comme ça. Les gens comprennent ça, mais souvent, quand ils commencent une interaction avec un agent conversationnel, s'ils ont une mauvaise interaction, souvent, ils vont abandonner immédiatement. Alors qu'il y a du raffinement à faire, il y a des relances à faire pour essayer d'aller trouver comment l'agent conversationnel peut venir t'aider à trouver quelque chose qui ressemble plus à ce que tu cherches comme information. Puis, bien sûr, il y a toujours l'aspect validation que les gens doivent toujours garder en tête avant d'intégrer du contenu. N'importe quel contenu qui vient d'un agent conversationnel, ils doivent toujours valider le contenu qui a été généré par ces agents-là. Puis, Je voulais Étienne, peut-être juste...
Oui, Ouais. vas-y, Oh, vas-y. je voulais juste ajouter un petit quelque chose parce que j'ai vu que tu avais ajouté ce diapo. En fait, les chercheurs, on appelle ce processus du cycling. Puis en fait, les recherches démontrent que, et en fait, mes expériences avec mes étudiants et mes propres recherches, que quand on fait du cycling, ça améliore l'apprentissage des étudiants. Donc, ça leur aide à développer la pensée critique, la conscience métacognitive et de l'adaptabilité. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que la façon dont les utilisateurs perçoivent les capacités d'un IA ou de ChatGPT vont influencer directement s'ils vont engager dans le processus du cycling. Donc, c'est très important non seulement de montrer les étudiants comment rentrer dans ce processus, mais il faut vraiment sensibiliser les étudiants aux limites de l'IA. Et de positionner en fait ChatGPT comme une assistante plutôt qu'une autorité absolue, ce qui va leur en fait pousser d'engager dans ce processus de cycling. Puis un outil, un changement peut-être qu'on voit plus par rapport à l'année dernière, c'est l'utilisation en flow. Donc, les gens vont utiliser une série de différents outils d'intelligence artificielle générative qui vont être spécialisés pour certaines parties. Donc, peut-être que la partie pour brainstorming, on va peut-être utiliser dans certains cas ChatGPT avec Perplexity, on va utiliser un SciSpace, on va utiliser un Elicit dans d'autres cas. Dans certains cas, on va même faire du benchmarking en différents outils. On va peut-être même utiliser un autre outil pour faire l'analyse à la fin. Donc, on commence à avoir de plus en plus des flots d'utilisation que vraiment un outil unique qui répond à tous les besoins. Là, si on veut faire une comparaison avec le commerce de détail, bien, là, le commerce de détail, on avait des magasins généraux où on allait, puis il y avait à peu près tout ce qu'il y avait, mais en petite quantité. Tandis que maintenant, on commence à avoir des magasins spécialisés et aussi des boutiques spécialisées à l'intérieur de ces magasins généraux-là. Là, pensons à ChatGPT, où vous avez le GPT Store, qui est des boutiques, des outils spécialisés pour certains types d'applications. OK. Donc, cette diapositive-là, c'est juste pour vous donner justement des pistes de solutions, des pistes d'exploration, là. Donc, vous allez pouvoir aller vous promener là-dedans, mais l'idée, c'est il y a des gammes d'outils au niveau des IA. Tu sais, c'est sûr que il y a toujours des espèces de. À la base, c'est toujours le modèle de langage, le LLM, là, qui est à la base de tout, mais après ça, il y a plein d'applications qui se sont développées autour de ça. Et donc, vraiment, l'idée, c'est voici quelques outils qu'on vous invite à essayer ou pour vous faire la main si jamais vous avez ou des choses que vous voulez explorer. C'est toujours dans l'optique de, tu sais, faut les essayer, ces outils-là, pour être capable de comprendre ce qu'ils peuvent faire puis de comprendre c'est quoi leur potentiel. Du côté droit, vous avez ma carte conceptuelle d'outils IA. Moi, toutes les fois que j'en trouve un outil IA, je l'ajoute dans cette espèce de mind map-là là, qui est en train de devenir géant, là. Mais donc, l'idée, quand je sais que cet outil-là existe, c'est pas que je l'ai essayé ou que je le comprends, c'est que je l'ajoute dans cette carte-là. Donc, vous avez aussi à avoir le lien pour cette carte conceptuelle-là que vous pourrez aller explorer si jamais vous voulez vraiment aller regarder ou avoir un meilleur recensement de ce qui existe. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui existent en ligne, mais ça, c'est celle que moi, j'utilise pour moi faire du sens dans ma tête, là, dans tout ce que je lis là, en faisant ma veille d'industrie, là. Puis au-delà de changer la manière d'écrire ou de composer des choses, pensons à un outil comme Notebook LM, va même changer la manière de collaborer. Parce qu'avec Notebook LM, je pourrais déposer jusqu'à 50 documents ou 50 euh, euh, endroits où il y a du contenu. Pensons à du vidéo, pensons à des choses qui sont des textes. Je pourrais interroger, je pourrais même créer des résumés, mais je pourrais aussi partager cet environnement-là à d'autres personnes. Donc, ça peut permettre à des communautés de travailler ensemble, ça peut changer la manière de collaborer, de créer. Donc, au-delà de seulement changer la partie où on fait l'écriture, ben, ça peut changer vraiment la manière de travailler, la manière de collaborer. Si on regarde au niveau des résultats, ces outils-là, dans certains cas, pour les cols blancs, peuvent augmenter la productivité jusqu'à 40 dans certains cas. Donc, c'est un élément qui est important à voir pour l'organisation, comment ça peut s'intégrer, comment ça peut se présenter. Et les étudiants ne sont pas des spécialistes nécessairement, mais ils les ont intégrés, les ont utilisés, peuvent amener du reverse mentoring ou du mentorat renversé dans une organisation pour partager et échanger aussi sur des pratiques. Vous avez de la littérature aussi qui disent qu'ils sont peut-être moins familiers sur les limites ou sur ce que ça peut représenter, mais à l'intérieur des cours, on aborde justement avec eux ces éléments-là pour sensibiliser, pour amener justement cette réflexion-là et aussi la partager lorsqu'ils l'utilisent.
Parfait. Donc, cette diapositive-là, c'était pour vous montrer justement là, je vais faire un partage d'écran. Mais l'idée, c'est que on dit à nos enseignants que vous pouvez utiliser l'IA générative pour générer des artefacts en soutien au cours. Donc, si jamais il y a des choses qui arrivent, par exemple, dans les forums de discussion, il y a des préconceptions, des choses comme ça qui sont évoquées, il y a des termes clés sur lesquels on veut on veut marteler, ou etc. Un des exemples que je présente souvent, c'est un exemple avec l'outil Suno qui crée des chansons sur mesure, là. Donc, par exemple, j'ai créé une chanson sur l'analyse d'affaires, sur les parties prenantes. Donc, dans le cas présent, j'ai juste le prompt que j'ai donné, c'est attendez un instant. Traditionnel québécois avec de l'accordéon. La chanson explique que si on oublie quelqu'un dans le processus d'analyse d'affaires, il faut repartir à zéro. Puis là, j'ai copié la liste des parties prenantes qui est située dans le Baboc. Donc, voici ce que ça donne. L'analyse d'affaires commence, dessine des plans cadence pour que rien ne se lance sans une chance. Le client veut toujours plus des solutions sans rature. L'expert du domaine nous pousse au sommet d'architecture. Si on oublie quelqu'un, faut tout reprendre demain. Refaire tout le chemin à zéro, c'est le destin. Utilisateur final attend, interface simple tout le temps. L'expert de mise en œuvre tend pour que tout soit élevant. Si on oublie quelqu'un, faut tout reprendre demain. Refaire tout le chemin à zéro, c'est le destin. Bon, c'est assez. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, je veux dire, ça, c'est une façon un peu de jazzer les cours. On a accès à des outils, finalement, qui ne nous auraient jamais permis de faire ça avant. Ça, c'était juste c'était un prompt. Je n'ai même pas changé les paroles, rien. J'ai vraiment juste utilisé ce qui est sorti. Puis ça a sorti quand même quelque chose. Tu vois qu'il y a des choses qui prononcent un peu tout croche, là. Mais c'est quand même drôle. Puis c'est justement comme amorce de conversation avec les étudiants ou pour marteler sur un point. C'est intéressant. Aussi au niveau justement de la génération des images avec des outils comme Idéogramme ou même Copilote, DALL-E 3, ça permet de faire des images qui sont vraiment spécifiques pour le cours en tant que tel. On sait que ces images-là sont libres de droit, donc vous n'avez pas besoin de citer ou de peu importe. L'idée, c'est des outils qui permettent de créer des images qui n'ont jamais existé ailleurs puis qui n'ont pas de droit de propriété intellectuelle que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos matériels de cours. Puis pour faire du pouce là-dessus, si on revient à Notebook LM que j'ai présenté précédemment, Notebook LM permet même de faire un podcast. Donc, s'il y a des lectures ou des contenus que vous ne voulez pas vraiment lire, ben, ils vont vous créer un podcast, un échange entre deux personnes qui peut vraiment animer. Personnellement, je l'ai utilisé, je ne voulais pas lire mon guide d'utilisation pour mon lave-vaisselle, mais en le déposant dans cet outil-là, en ayant un podcast, ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui était possible de faire, puis qu'est-ce que ça ne faisait pas, puis comment je pouvais l'entretenir. Donc, ça peut avoir des utilisations, ça peut avoir des choses que vous pouvez faire soit du côté personnel, puis on le voit que du côté des adultes, présentement, c'est plutôt du côté personnel qu'on utilise ces outils-là, mais on oublie de voir nécessairement ou toujours les pendants qui pourraient être du côté professionnel. OK, donc peut-être travailler l'IA pour vous. Donc, cette partie-là, on va aller à l'autre diapositive. Un des exemples qu'on utilise avec nos enseignants, c'est on leur demande de faire des versions martyrs. Donc, l'idée, c'est si par exemple, il y avait une tâche de rédaction dans un cours, ben, on pourrait demander, on demande à l'enseignant de créer une première version, d'utiliser finalement la requête qui est, qui est le travail en tant que tel, et de demander à l'IA générative de faire une première version du travail. Et puis là, à partir de ce moment-là, ben, cette version martyr-là devient la version sur laquelle les étudiants doivent interagir.
On doit se dire finalement que cette version-là, c'est comme le baseline, c'est le seuil, c'est le MVP. Faut que votre travail soit mieux que ça. Donc, on peut demander aux étudiants d'enrichir d'enrichir la réponse avec ou sans l'aide de l'IA, d'analyser et critiquer les réponses en ajoutant des références légitimes, donc d'aller valider, vraiment faire l'effort de validation. Est-ce que l'IA nous a vraiment créé quelque chose nous a sorti quelque chose qui était véridique ou il nous a vraiment inventé des choses? Développer les requêtes subséquentes pour améliorer le résultat final et développer l'esprit critique des personnes étudiantes. C'est sûr que ça, c'est un des enjeux majeurs. Il faut que les étudiants comprennent que s'ils ne sont pas des experts dans quelque chose, ben, ils ne peuvent pas valider la véracité du contenu. Donc, il y a beaucoup d'espèces de reverse engineering à faire. Il y a tellement de travail des fois à faire sur une version qui a été générée par l'IA générative juste pour valider que tout ce qui est là-dedans est véridique, que des fois, ça ne vaut même pas la peine d'avoir cette version-là. Mais il faut que les étudiants soient capables justement de faire cette distinction-là puis de développer les bons réflexes par rapport à l'utilisation de l'IA. On continue. Un autre exemple qu'on avait, c'est mon objectif était smart, dans l'optique que si par exemple on demande aux étudiants de se développer une espèce de plan pour atteindre un objectif, ben souvent on va utiliser cet acronyme-là SMART pour justement déterminer si un plan est bien ficelé, qui est mesurable, qui a une temporalité, etc. Donc, chacune de ces lettres-là a une raison d'être dans le processus de l'objectif SMART. Mais ce qu'on voyait souvent dans le passé, c'est que les enseignants étaient obligés quand les étudiants soumettaient quelque chose, ben, il y avait toujours une des lettres qui n'était pas bien saisie ou que l'étudiant devait retravailler. Mais donc, l'agent conversationnel, en tant que processus de pré-soumission, peut vraiment aider l'étudiant dans ce processus-là en lui posant les bonnes questions, à savoir, voici où j'en suis avec mon objectif. Puis là, l'agent conversationnel pourrait justement poser des questions à l'étudiant pour lui dire, est-ce que tu as bien défini, est-ce que c'est bien mesurable ce que tu me dis là? Puis là, il pose des questions pour que l'étudiant raffine son objectif avant la soumission. Donc, finalement, une fois que c'est soumis, l'enseignant a beaucoup moins de ce genre d'interaction de premier niveau à faire et ça nous permet d'aller plus loin dans la matière. S'il y en a d'entre vous qui ont assisté hier à la conférence de la FAI de ISACA, il y avait justement des liens qui étaient faits sur le côté des audits internes, audits externes. Donc, il y a des parallèles à faire aussi. Donc, ce qui est enseigné ou ce qui est appliqué, il y a des implications, puis il y a des impacts aussi sur les pratiques ou les différents métiers là, qui sont en place. Dans mes cours, je rappelle souvent aux étudiants que ChatGPT peut être en fait utilisé pour répondre à des questions afin de favoriser l'apprentissage qui est plus autonome. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin attendre de me voir dans le cours ou d'écrire sur le forum. Donc, je leur montre qu'ils peuvent également utiliser ChatGPT pour, mettons, créer des questions pour faire de l'auto-évaluation de leur apprentissage. Donc, je vais partager souvent des prompts avec des étudiants. Puis, en fait, je leur rappelle avant l'examen qu'ils peuvent même utiliser ChatGPT ou un IA pour, en fait, créer des examens de pratique. Donc, je vais leur fournir des informations très détaillées sur le format de l'examen, le contenu, les compétences que je vais évaluer. Et comme ça, ils sont capables de créer un examen fictif pour se préparer pour l'examen. Donc, puis une autre utilisation pour les enseignants, les gens qui font de la formation, c'est pour générer des alternatives. Donc, par exemple, si on a à créer des nouvelles questions à choix multiples, à générer des questions à choix multiples qui s'alignent avec les différents niveaux taxonomiques de Bloom. Donc, en enseignement, on parle souvent de ces niveaux taxonomiques-là. Donc, on veut s'assurer que les questions ne sont pas juste des questions de mémorisation, mais aussi des questions un peu de synthèse, d'analyse, etc. Donc, on veut changer un peu la formulation, créer des études de cas fictives. Donc, plutôt qu'avoir à aller chercher, on peut trouver, on sait qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, puis on crée quelque chose on the fly qui est un peu plus, même des fois ciblé. Ensuite, pour des évaluations qui existent déjà, on peut demander des formulations différentes pour une même question pour ajouter un peu de variante dans la façon que les examens sont bâtis ou que les évaluations sont bâties. Et on peut aussi, encore une fois, poser la question, est-ce que nos questions, de quel niveau taxonomique nos questions se situent? Puis si on se rend compte qu'on évalue seulement à un niveau, on peut justement commencer à penser à modifier un peu nos évaluations pour qu'ils soient un peu plus valides, un peu plus robustes. Je sais qu'Alain aussi avait quelques notes par rapport à cette slide-là.
ces outils-là permettent justement d'amener des variations, permettent aussi, lorsqu'on va développer, améliorer des cours, ça nous permet d'avoir des guides. Cependant, ben, c'est toujours l'expertise. Si on n'est pas en mesure d'évaluer le résultat, si on fait seulement pousser de l'information vers l'intelligence artificielle, ben, on l'a vu, là, les résultats ou les désastres là, qu'on peut faire. Dans les cours, même pour les travaux d'équipe, souvent, on va consciemment avoir plusieurs étudiants qui vont être appelés à travailler sur un même contenu, un peu comme lorsqu'on pense au niveau d'une équipe d'architecture d'entreprise, il va y avoir jusqu'à 10-12 personnes qui vont écrire juste une page. Et en ayant des outils comme ça, bien, ça peut permettre de clarifier, de s'assurer, puis d'avoir une curation des termes là, qui sont les plus appropriés. OK. Donc, le conseil 4, traiter l'IA générative comme une collègue de travail ou comme un collègue de travail. Donc, l'idée derrière ça, c'est, justement, si on va à la prochaine diapositive, Noura. Donc, une des citations que j'aime bien, c'est toujours l'utiliser, jamais lui faire confiance, là. Puis dans le cas, par exemple, des travaux d'équipe, chaque personne est responsable de la génération d'une partie du travail. Puis c'est important que les étudiants, finalement, puissent devenir le watchdog du travail de l'équipe, là, parce que c'est important qu'ils soient capables de savoir d'où vient l'information que leurs collègues de travail ont utilisée. Puis que c'est important, justement, qu'ils travaillent ensemble, puis qu'ils aient vraiment fait le tour, puis qu'ils sachent que le travail est à eux. Un des conseils que je dis toujours, c'est que lorsqu'on utilise l'IA générative dans le cadre d'un travail, on peut céder le contrôle, mais pas la responsabilité. C'est-à-dire qu'une IA générative n'a pas une conscience, n'a pas un droit légal, peu importe. Le contenu qui est soumis par un étudiant ou par une équipe d'étudiants dans un travail, c'est le sien, c'est en son nom. Et c'est sa réputation qui est en jeu s'il y a des choses qui sortent là-dedans qui vont à l'encontre des règlements disciplinaires de l'université ou à l'encontre du bon sens ou peu importe, là. Mais l'idée, c'est qu'on peut céder le contrôle, mais pas la responsabilité. Donc, c'est important que les étudiants soient conscients qu'en utilisant ce genre d'outils-là, que c'est toujours c'est un risque, là. C'est un risque de ne pas réviser et de ne pas bien maîtriser le contenu qui a été soumis en leur nom. Donc, toujours dans l'optique d'assurer que les étudiants sont conscients des limites de ChatGPT et donc, l'une des plus importantes est que ChatGPT, comme autre IA conversationnelle, est, on va dire en anglais, un consummate bullshitter, excuse-moi. Donc, pour illustrer cela, je partage cet exemple avec mes étudiants. Donc, je vais leur montrer une requête où il y a ça vient de Ethan Malik, un chercheur en IA très reconnu. Donc, je leur montre cet exemple où il y a une requête et l'utilisateur va demander à ChatGPT de décrire comment que nous savons que les dinosaures avaient une civilisation. Donc, c'est sûr, bien sûr, on voit que ChatGPT va créer toute une histoire sans hésitation, un ensemble de faits qui sont expliqués de manière assez convaincante. Mais évidemment, c'est clair que c'est faux et je trouve les étudiants trouvent ça assez amusant, mais je leur pose ensuite des questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les réponses qu'on a reçues? Puis en fait, la plupart des étudiants vont remarquer très rapidement que le problème vient de la formulation qui est assez biaisée de la requête. Donc, elle suppose déjà que nous avons déjà prouvé l'existence de civilisation chez les dinosaures, au lieu de poser la question de savoir s'ils avaient et ou quelles preuves existent. Donc, puis je leur montre ce deuxième diapo ici, puis on voit que juste en modifiant un seul mot, donc on va supprimer le mot already, donc en français déjà, la réponse change de façon assez dramatique. Donc, au lieu d'inventer des preuves, ChatGPT va nous donner soudainement une réponse qui est plus raisonnable. Donc, ça met en évidence un problème clé avec les IA. Génératives ou des IA créatives, c'est qu'ils peuvent donner l'impression d'être totalement sûrs, même si elles sont complètement tortes. Et si on n'est pas attentif, on peut facilement confondre la confiance et l'exactitude. Donc, l'essentiel ici, c'est à retenir pour les étudiants, c'est que ChatGPT ne remplace pas Google, ça ne remplace pas la pensée critique. Puis, ChatGPT ne sait pas qu'est-ce qu'il ne sait pas. Donc, c'est
parce que ChatGPT ne pense pas réellement. C'est un algorithme sophistiqué, comme Mathieu a expliqué au début, qui est conçu pour générer des phrases qui paraissent crédibles. Puis certains outils sont plus spécialisés pour certaines applications. Vous allez avoir des outils qui vont être meilleurs pour le calcul. Si vous avez regardé les tableaux comparatifs, ça vous permet de voir que certains outils vont être en mesure de réaliser certaines tâches. Et quand ils les réalisent mal, quand on l'interroge puis on lui demande pourquoi tu m'as donné la mauvaise réponse, il va arriver souvent avec des réponses qui peuvent être assez loufoques en disant vous n'avez pas été clair dans votre question. Il y avait souvent cette réponse-là lorsqu'on posait des questions mathématiques on disait, ou des histoires de logique. Il disait, vous n'avez pas été clair, c'est vous qui êtes coupable. Ben, moi, je suis arrivé avec la meilleure réponse. Et bien, on voit que ces éléments-là, des fois, vont être challengeants pour l'utilisateur, puisqu'il va se remettre en cause est-ce que j'ai bien posé ma question. Donc, il y a un côté qui peut être défensif, des fois, qui peut déstabiliser certains utilisateurs. J'ai pas remarqué cette côté défensif, Alain. Je suis curieuse. Mon ChatGPT me dit toujours il s'excuse. Je t'enverrai sur leur calcul mathématique. Il dit, je m'excuse, vous avez raison. Donc, ça, c'est la partie d'Alain, ça. Oui. Oui, bien, ce qu'on a fait aussi dans certains cours, c'est qu'on va utiliser les résultats qui sont présentés par les outils de ChatGPT. Donc, au lieu de créer du nouveau contenu, on va dire hey, regarde, tu as un nouveau collègue dans ton équipe qui va avoir déjà fait le travail. Comment tu intègres ce travail-là dans le reste du contenu que tu as? Donc, au lieu de voir le contenu qui a été créé comme quelque chose de hasard, bien, ça devient un intrant. Puis cet intrant-là peut venir même du côté d'un gestionnaire, pourrait venir de quelqu'un qui va poser des questions. Là, c'est un défi qu'il y a dans certaines firmes conseils où le client s'est déjà préparé, a déjà une certaine forme d'information. Des firmes conseils qui utilisent déjà ces outils-là et qui augmentent. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir un regard critique sur une évaluation. Bon, ici, là, c'est quelque chose qui ressemble à un pestel, c'est Deep List. Donc, on a un regard sur le côté démographique, de l'environnement, du côté économique, du côté politique, du côté légal, du côté de l'information sociétale et technologique. Donc, ça permet d'évaluer, mais on voit que l'outil, à certains moments, va avoir des hallucinations, va avoir peut-être des incompréhensions ou va fabriquer, dans certains cas, même des résultats. Dépendamment, puis il pourrait y avoir, même à partir d'une même solution, si elle est payante, si elle est non payante, bien, vous n'aurez pas nécessairement la même performance. Et si vous utilisez différents niveaux, différents secteurs, si, mettons, vous utilisez Perplexity, vous pouvez interroger la littérature académique, vous pourriez interroger le web ou vous pourriez interroger les médias sociaux. Donc, c'est intéressant d'interroger les médias sociaux si vous voulez savoir sur les résultats d'un restaurant. Mais si vous voulez avoir des choses du côté là, plus scientifique, ça peut être mieux d'aller du côté de la littérature académique. Puis dans mon cours, j'ai en fait des grilles qui sont assez détaillées pour tous les travaux. Donc, comme Alain, on encourage nos étudiants à soumettre leur travail directement à l'IA ou à ChatGPT pour faire une évaluation basée sur des grilles d'évaluation de nos propres cours. Comme ça, les étudiants peuvent avoir une première idée de la manière dont leur travail répond aux critères et dans quelle mesure. Donc, ça leur aide aussi à détecter s'ils ont des angles morts dans leur travail. Ben, juste en complément ici, ça permet à l'étudiant de voir est-ce qu'il y a des éléments. Puis ça se peut que quand on va faire la lecture, on arrive à un résultat qui est différent. On ne l'utilise pas pour la correction parce qu'il y a encore beaucoup de limites. On ne l'utilise pas aussi pour détecter l'utilisation d'intelligence artificielle parce que c'est contre-productif. Souvent, même l'outil n'a pas nécessairement la capacité de détecter correctement l'intelligence artificielle et ça peut créer des problématiques où ça peut engendrer des problèmes importants au niveau de l'étudiant, au niveau de le privé de bourse, privé de certains constats. Et vous avez même une poursuite là, qui est présentement en cours aux États-Unis où un étudiant
a été accusé d'avoir utilisé de l'intelligence artificielle et on a dit qu'on l'avait détecté à partir de tel outil, mais on n'est pas en mesure de prouver ces éléments-là. Donc, de prouver ou de faire ces éléments-là, c'est peut-être plus d'accompagner puis de permettre aux gens de l'utiliser ou de comprendre ce que ça peut faire, ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire. Absolument. Donc, puis ça, justement, là, les outils de détection d'IA, en fait, déjà, on se fait souvent demander ça parce que tu sais, les gens pensent qu'il y a une recette magique, mais il n'y en a pas, là. Les outils d'IA ne sont pas bons. On n'a pas de métadonnées, en fait. Tout ce que tu as à la fin, c'est du texte. S'il y avait de la métadonnée un peu plus, on savait le keystroke qui vient de où, etc. Il y avait des traces de même, mais ça n'existe pas, là. Tu sais, ces traces-là n'existent pas. Donc, c'est sûr que c'est les outils d'IA, les outils de détection de l'IA, souvent, ils font des espèces de modèles statistiques prédictifs, puis qu'eux autres même, ils ont des biais, puis ils font des faux positifs. Donc, c'est sûr que nous, c'est une des choses qu'on ne peut pas recommander à nos enseignants. Donc, on continue au niveau de l'analyse des risques. Au niveau des activités d'évaluation, une des choses qu'on essaie de travailler avec nos enseignants, c'est vraiment de leur faire réaliser c'est quoi vos activités d'évaluation, puis est-ce que ces activités-là sont à risque ou non pour de la tricherie en général. Est-ce que c'est les évaluations que vous faites faire à vos étudiants, est-ce qu'elles sont valides, est-ce qu'elles sont fiables, etc. Puis est-ce qu'elles ont un risque élevé ou moins élevé? C'est sûr qu'on n'éliminera jamais, en fait, l'enjeu qu'un étudiant qui décide de tricher va s'essayer. Mais l'idée, c'est donc de leur faire une espèce d'audit. Donc, parmi vos évaluations, est-ce qu'il y a des évaluations qui ont un risque moins faible, un risque le plus élevé, ou plus d'incitatifs, des fois même, à la tricherie versus moins d'incitatifs? Donc, l'évaluation formative versus l'évaluation sommative. Donc, c'est des points d'assignés que ça va compter dans notre finale. C'est sûr que cette évaluation est plus à risque qu'une qui n'en avait pas. Pondération élevée, pondération faible. Si quelque chose est à distance ou en présentiel, si c'est en présentiel, ben, il y a moins de chances que les gens trichent. Ou s'il y a un examen sur papier, sous surveillance, etc. Si le temps accordé est plus limité versus un temps long. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacune de ces activités d'évaluation-là va avoir un espèce de risque inhérent et qu'après ça, ben, comment on peut jouer sur les différents leviers pour s'assurer que le cours ait une stratégie d'évaluation finalement qui va être assez discriminante pour être capable de bien déterminer si l'étudiant a atteint les compétences clés qu'on s'attendait de lui dans le cadre de l'activité. Puis ça, vraiment, nous autres, dans l'optique de ce qu'on fait avec vous, vous allez engager des gens qui vont venir de notre université. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille avec nos enseignants pour s'assurer que nos étudiants, le plus possible, aient développé les compétences clés qu'on s'attend dans le cadre du programme. Donc, on continue. Et une des choses aussi que je discute, justement, c'est l'idée de l'évaluation de l'apprentissage et pour l'apprentissage. Lorsqu'on parle d'évaluation de l'apprentissage, c'est vraiment que là, on n'est pas dans un. On fait une évaluation, en fait, qui n'est pas une évaluation qui est faite pour continuer à développer ses compétences. À ce moment-là, c'est vraiment, on veut faire une espèce de. Voici un snapshot de où l'étudiant en est à un moment précis. Donc, quand on fait une évaluation de l'apprentissage, on doit être capable d'observer et d'écouter l'apprenant durant l'évaluation dans un environnement authentique et contrôlé. Livrable qui atteint, il démontre. Donc, ça prend un outil d'évaluation qui est valide et pour laquelle la personne experte peut juger que la personne étudiante a atteint la compétence et qu'elle est justement discriminante. Donc, on s'attend à ce que chaque cours ait au moins une activité qui est discriminante et qui est une évaluation de l'apprentissage à chaque fois. Et ensuite, de l'autre côté, l'évaluation pour l'apprentissage, là, il peut y avoir des activités où on est plutôt dans un mode exploratoire, on est plutôt dans un mode où là, on sait que finalement, de tricher, de ne pas tricher, ça ne change rien. L'idée, c'est on apprend pendant qu'on fait l'évaluation. Donc, on va recommander l'utilisation d'IA générative, on va recommander différents outils et on va travailler au travers de ça avec l'étudiant pour développer sa compétence dans quelque chose qui est un peu plus low stakes et mais qui est justement qui ne sera pas justement une évaluation vraiment sous surveillance, sous pression, comme on ferait pour l'évaluation de l'apprentissage. Donc, finalement, c'est que ça révèle, puis ça, c'est peut-être la prochaine animation, là, ça révèle que
on a un double rôle en tant qu'enseignant au niveau universitaire. On a un rôle de police jusqu'à une certaine limite, on a un rôle de protecteur de la marque, protecteur du programme, et on a un rôle qui est plus un rôle de coach ou de jardinier de la pensée. Donc, l'idée, c'est que ce qu'on veut que nos étudiants comprennent, c'est qu'on préfère être le jardinier de la pensée, mais on a aussi à jouer notre rôle de policier une fois de temps en temps. Puis on espère ne pas être obligé de le jouer, ce rôle-là, avec nos étudiants autant que possible. Puis si on est bien clair par rapport à ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ben ça aide à s'assurer qu'on a une relation finalement apprenant et enseignant qui est plus florissante ou qui est plus intéressante. OK, on continue. Une des choses aussi qu'on recommande, c'est de changer un peu la stratégie d'évaluation. Souvent, on va utiliser le produit pour évaluer. Donc, on attend que les étudiants aient passé au travers du processus, qu'ils aient soumis un travail ou qu'ils aient soumis quelque chose. Puis là, c'est ça qu'on évalue. On évalue la qualité du produit. Alors qu'en fait, ce qu'on enseigne, c'est le processus. Ce qu'on enseigne, c'est on enseigne aux étudiants, c'est quoi les comportements, c'est quoi les étapes, comment on valide notre information au fur et à mesure qu'on bâtit quelque chose. Alors, est-ce que l'évaluation ne pourrait pas aussi tenir compte du processus? Donc, on essaie justement de faire penser nos enseignants comment on peut changer la stratégie pour avoir plus de points de checkpoint, là, vraiment, là, des points où l'enseignant peut dire on fait une remise partielle, on a une conversation, on a du feedback, on fait du coaching. Donc, est-ce qu'on peut changer le processus d'évaluation pour inclure le processus? Puis ça, il y a peut-être que vous autres, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Oui. Vas-y, Alain. Non, vas-y. Sur ces changements-là, ce n'est pas des changements qui se font sans difficulté. Il faut voir qu'il y a un modèle habituellement, comme dans plusieurs cours. Avant, on avait des livres, donc on suivait le livre, suivait la logique du livre, et bon, il n'y avait pas beaucoup de choses très disruptives ou aussi rapides. En présence de l'IA générative qui a un caractère qui est disruptif, ça modifie, ça change aussi la dynamique, comment on présente les lectures, et au même moment, on change d'autres environnements. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'environnement, VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, on se retrouve un peu là, vraiment là, dans cette situation-là. Puis, ça aide d'avoir soit des comités, des groupes de partage, comme on a avec Noura, comme on a avec Josiane Marsan, comme on a avec Mathieu, des gens de la technopédagogie, pour justement avoir ces réflexions-là ou voir comment les autres naviguent aussi dans ces différents changements-là. Vas-y, Noura. Mais non, c'est bon, j'ai rien à ajouter. Je pense que Mathieu a quand même touché à beaucoup des éléments que j'allais partager. Donc, peut-être que je voulais ajouter que dans mes cours, j'essaie souvent de faire des évaluations plutôt sur le processus. Donc, c'est quelque chose que je concentre beaucoup. Je stresse beaucoup avec les étudiants que même si leur réponse est fausse, je regarde beaucoup la logique, les processus. Donc, ça, je trouve que ça encourage un peu la sécurité. Ça va réduire le risque que les étudiants, le risque perçu par les étudiants. Et ça va leur obliger de rentrer dans une réflexion plus approfondie au lieu de juste aller à ChatGPT pour trouver une réponse. Puis aussi dans mes cours, je vais aussi évaluer beaucoup du temps des capacités humaines. C'est toujours intégré dans les évaluations, par exemple les présentations orales pour tester les compétences de communication, le travail en équipe pour tester les compétences en gestion de relations, de conflits, parce que ce sont des compétences humaines qui sont très importantes dans l'avenir du travail où on a l'IA qui peut faire des choses plus mécaniques, mais qui ne seront pas capables de remplacer à 100% les humaines avec des capacités humaines qu'on a. Moi, je dirais pour les travaux d'équipe, des choix qu'on peut faire là, qui peuvent amener des changements, c'est amener, présenter dans des contextes où les gens sont extrêmement impactés par l'introduction de l'intelligence artificielle. C'est l'une des recommandations qui a été faite par l'UNESCO. Donc, de présenter ce qu'il y a au niveau d'une maison d'édition. Donc, en un des cas qu'on avait pour les étudiants, c'était d'étudier l'impact du côté d'une maison d'édition qui est directement impactée autant au niveau de la conception, de l'écriture, donc autant
contrat, de la relation, de la confiance. Au niveau du bac, on va faire même des travaux pour permettre aux étudiants de se créer un kit d'utilisation de GenAI, donc des outils qu'ils peuvent utiliser dans leur apprentissage. Au niveau de la maîtrise, on va les mettre en contexte pour faire une analyse de ce qu'il y a du côté de l'apprentissage, mais aussi du côté de l'enseignement et comment ces deux éléments-là, puis quel type de maturité ça demande au niveau des technologies. Puis dans des cours de gouvernance et gestion des TI qui sont peut-être plus près là, de COVID, on va aborder tout ce qui est au niveau du Shadow AI, donc cette utilisation-là qui n'est pas nécessairement déclarée, qui n'est pas nécessairement structurée, encadrée par l'organisation, mais au niveau d'application dans le contexte du travail de l'utilisation de l'IA. Donc, c'est juste un exemple d'une activité que je fais en cours avec les étudiants. C'est une activité qui est formative. Ça leur aide à préparer pour l'examen mi-session. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça déroule en classe. Ça se déroule en groupe. C'est formatif. Donc, encore une fois, ça limite l'usage et la dépendance à ChatGPT. Mais en plus, c'est une activité qui est basée sur une vidéo qu'on va regarder ensemble direct dans le cours, ce qui va encore réduire encore davantage les possibilités de recourir à ChatGPT ou l'IA pour compléter l'évaluation. OK. Donc, puis la dernière section, déclarer vos intentions. Donc, on continue. Là, ça, c'est. Vas-y, Nora. Ouais. Donc, quelque chose que j'ai appris en discutant avec mes étudiants, c'était en fait qu'ils sont assez inquiets de l'impact du ChatGPT et l'IA sur leur éducation et leur avenir. Donc, du première journée, je parle beaucoup avec les étudiants. Mais en fait, je pense que la plupart des étudiants vont avoir besoin d'utiliser le GenAI dans leur vie professionnelle et qu'ils devraient être capables de tirer profit. Donc, pour moi, je trouve qu'un de mes rôles comme éducateur, c'est de leur préparer à cet avenir. Donc, dans tous mes cours, le ChatGPT et le GenAI, c'est vraiment positionné comme un outil pour soutenir leur éducation. On discute du fait que la culture numérique et l'IA, la collaboration entre personnes et l'IA sont vraiment des compétences qui sont très importantes pour l'avenir du travail. Donc, ce serait quelque chose qui devrait travailler sur pour avoir ces compétences, pour avoir un avantage concurrentiel dans le marché du travail. Donc, j'évalue ces compétences dans mes cours, puis c'est quelque chose que j'essaie de pousser les étudiants d'explorer le IA, de maîtriser l'utilisation du GenAI dans mes cours. Puis je trouve d'avoir cette conversation, ça aide un peu les étudiants avec l'adoption, d'être motivés pour adopter et d'être plus à l'aise. Donc, moi et Alain, on va établir en fait des balises pour l'utilisation de ChatGPT dans nos cours. Pour moi, le message clé, c'est vraiment que ChatGPT est là pour compléter leur travail et non pour remplacer leur effort qu'ils doivent mettre dans leur travail. Donc, on fournit toutes les deux des arbres de décision pour aider aux étudiants de prendre des décisions éclairées sur le moment de où utiliser ChatGPT et où ne pas utiliser ChatGPT. Puis c'est sûr qu'on va définir très clairement les attentes sur la façon de reconnaître l'utilisation de ChatGPT à travers des citations dans nos cours. Puis dans mon cas, pour nuancer, pour amener aussi l'utilisation de l'IA, je me suis basé sur les principes de l'UNESCO. J'ai enregistré une capsule pour permettre aux étudiants de voir quelle est la vision, quelles sont les nuances, parce qu'il n'y a pas, c'est pas, oui, il y a toujours la décision de dire l'intelligence artificielle, ça n'existe pas, c'est complètement banni, mais si on décide de l'intégrer, si on décide de l'amener dans le travail, il y a même des organisations qui ont des concepts de Bring Your Own AI, donc vont permettre aux employés d'apporter leur propre IA. Bien, ces éléments-là sont plus dans la nuance, sont plus dans des éléments où il va y avoir des zones qu'on va devoir explorer puis qu'on va devoir nuancer. Donc, de là, amener beaucoup plus la prise de décision ou la gestion par les gens. Donc, dépendamment du nombre d'étudiants aussi dans les cours, ça peut changer le type de dynamique ou le type d'approche qui sont amenés là, pour les étudiants pour s'initier ou mieux comprendre ce que l'IA peut permettre de faire.
Donc, ça revient toujours à l'idée de l'intentionnalité dans l'utilisation de l'IA. Donc, au niveau des sites de cours, donc vraiment les traces qu'on a du cours pour les étudiants, on s'assure que les enseignants sont clairs au niveau du site de cours, mais aussi au niveau de la posture et du discours. Donc, comment les enseignants, justement, communiquent avec leurs étudiants par rapport à l'utilisation de l'IA. Puis là, je n'irai pas dans le détail parce qu'on manque de temps. On va pouvoir continuer. Ça, c'est la déclaration que je partage en fait avec mes étudiants dès le premier cours. C'est en fait quelque chose que j'ai ajouté dans le cadre de mon cours pour répondre aux préoccupations que les étudiants avaient concernant la manière que les professeurs utilisent cet outil dans leur enseignement. Donc, je prends le temps pour rassurer les étudiants que je n'utilise pas l'IA pour évaluer ou corriger leur travail et que je suis toujours là. Le ChatGPT, bien sûr, je leur dirige souvent vers le ChatGPT ou des IA parce que je trouve que c'est un outil très important, mais je suis toujours là pour les étudiants et je leur rassure que l'IA ne remplace pas l'interaction personnelle que j'ai ou je devrais avoir avec mes étudiants. En fait, là, la conclusion, je voulais juste vous montrer l'autre image après. Là. Donc, juste pour vous donner une idée, là, les petits bonhommes que vous avez vus présentement, ce n'étaient pas des vrais mopettes ou des vrais. On les a générés avec des IA génératives. Là. Mais l'idée, c'est que tu sais, ces outils-là, justement, ont été intégrés dans notre présentation. Mais puis même le graphique que j'ai fait générer là, ça a été généré avec un GPT de ChatGPT qui s'appelle Diagram Me ou quelque chose dans le genre. J'ai dit voici les éléments, essaye de me faire un diagramme, puis je l'ai mis par-dessus. Mais donc, ça fait le tour pas mal, je dirais, à ce moment-ci. Je sais qu'on est déjà on est déjà en train de, on est rendu à la fin de notre temps. Mais donc, la dernière slide, c'est vraiment une invitation à nous contacter. Et je ne sais pas si on aurait le temps de prendre quelques questions live. On a une quinzaine de minutes pour prendre des questions live. Puis, ben, je vais laisser le mot de la fin de Noura. Après ça, je rajouterai le mien. En guise de conclusion, est-ce que tu as Parfait. une réflexion, Noura, pour compléter ce que Mathieu a dit? Ah non, même pas. Je pense qu'on a couvert beaucoup. Puis, comme Mathieu a dit, il y a quand même des aspects négatifs qui sont assez importants pour garder en tête. Mais quand même, c'est un outil très important qui révolutionne la façon d'apprendre, de travailler. Puis, j'encourage tout le monde de mettre les mains dedans et explorer parce que c'est sûr que c'est ici pour rester. Puis, ben, moi, j'ajouterais que souvent, quand on parle des IA génératives, on va dire ah, les gens sont plus capables d'écrire. Mais il y a peut-être un défi plus en amont. Si on n'est plus capable de bien lire, ben, on ne sera pas en mesure d'évaluer la qualité. Là. Vous pouvez prendre Le Seigneur des Anneaux, vous pourriez prendre les Harry Potter, mais demander un résumé en 2 lignes par une intelligence artificielle. Mais ça ne vous a pas amené à travers toute cette expérience-là ou tous ces échanges-là, toute cette compréhension-là des dynamiques là, des différents personnages. Donc, il y a peut-être une perte là, qui peut être très importante là, du côté là, de la lecture. Donc, j'encourage et je réinvite les gens à reprendre le temps de lire. Je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que parler d'IA aujourd'hui est juste comme un terme à la mode, mais boosté par la puissance actuelle des machines, ou est-ce qu'on peut parler de nouveaux algorithmes? Je ne sais pas si Mathieu, tu es. Ben, moi, je peux m'essayer, mais là, tu sais, ça, c'est vraiment. De ce que je comprends, c'est que c'est une nouvelle, tu sais, c'est la façon que la programmation informatique se faisait avant, c'était plutôt du code qui était écrit, puis il y avait des règles qui étaient écrites dans le code par des humains, alors que l'IA, de l'entraînement, c'est du machine learning, c'est de l'entraînement à partir de bases de connaissances sur lesquelles qu'on lance finalement l'espèce d'engin là-dedans pour apprendre ce qu'il y a à apprendre de la base de connaissances. Puis par la suite, ben, on lui pose des questions, puis il répond, puis il utilise le langage pour te répondre. Là. Donc, je pense que c'est juste c'est une autre façon c'est une nouvelle méthode de générer finalement
des conversations, des choses comme ça. Je ne sais pas exactement. Moi, je ne suis pas un informaticien, donc je ne saurais pas dire si, si c'est peut-être oui, à la mode, oui. Ça, c'est clair, là. Donc, oui, il y a du hype autour de ça, mais ça reste que ces outils-là vont devenir, ça fait partie du coffre à outils finalement d'un peu tout le monde maintenant, au niveau des organisations, au niveau de l'enseignement, au niveau de, ça va être dans vos téléphones cellulaires, on a de l'IA un peu intégré un peu n'importe où. Je pense qu'éventuellement, moi, j'ai l'impression que ça va diminuer le hype. Là. On va en parler moins d'IA en tant que tel. On va plus parler de fonctionnalités qui sont intégrées dans d'autres outils. Là. Mais ça serait ça ma réponse. Là. Puis, de plus en plus, là, c'est difficile pour quelqu'un de voir, là, quand on utilise, mettons, un Copilot de Microsoft, est-ce que je suis en train d'utiliser de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est vraiment moi? Si on regarde, là, il y a de plus en plus d'outils où c'est intégré, où c'est de moins en moins clair quand on utilise l'intelligence artificielle. On a aussi tous les outils d'intelligence artificielle aussi. La guerre entre les deux leaders se fait vraiment présentement entre la Chine et les États-Unis. C'est vraiment les deux leaders, c'est vraiment entre ces deux endroits-là où se passe le débat. Là. Vous avez vu tout ce qui arrive au niveau là, des défis, des nouveaux outils qui sont sortis, qui a copié quoi, qui a utilisé telle solution. Il y a même un exercice qui est très drôle, un outil de création d'images, lorsqu'on a demandé, peux-tu me présenter une image d'une éponge qui habite sous la mer avec ses amis? Et c'est étrangement SpongeBob qui est apparu avec ses amis qui a été présenté. Puis on a dit non, non, ça n'a pas été entraîné sur aucun outil. Donc, il y a quand même une coïncidence quand même très étrange que l'intelligence artificielle soit arrivée avec une solution qui est très similaire avec quelque chose là, qui est connu. Ma question est un générique. L'IA était un assistant. Comment éviter le plagiat dans l'utilisation de l'IAG? Ça, c'est l'intelligence artificielle générative qu'on a. Ah, OK, qu'on a. Ben, C'est un défi, cet acronyme-là, à cause ouais. des défis en français, parce qu'il a fait appel à d'autres notions aussi du côté de l'informatique. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà répondu, Mathieu? Est-ce que tu veux faire. Ben, je pourrais, là, mais je peux commencer. Là, mais là, ça dépend dans quel sens qu'on le voit. Là. Comme étudiant, comment je m'assure de ne pas faire de plagiat en utilisant l'IA? Ben, c'est en respectant les règles qui ont été données par ton enseignant. Donc, si c'est vraiment comme étudiant, c'est de travailler dans les balises que l'enseignant t'a données. Fait que des fois, si l'enseignant dit ben, c'est correct d'utiliser l'IA en autant qu'il soit cité, ben, tu le cites, puis c'est tout, c'est correct. Comme enseignant, ben, c'est sûr que c'est un défi. Mais c'est encore une fois, c'est un peu le principe de ce qu'on présente à nos enseignants, c'est que on le sait que ces outils-là existent, on sait que ces outils-là peuvent faire le travail à la place des étudiants. Donc, ce qu'on veut éviter autant que possible, c'est que les éléments clés du travail cognitif qui est demandé aux étudiants dans le développement de leurs compétences dans le cadre d'un programme soient remplacés par l'IA. Parce qu'on sait que l'espèce de jugement critique, je pense que ces espèces d'éléments de littératie et d'expertise, de développement d'expertise sont super importants. Parce qu'une des choses qu'on pourrait facilement perdre si les gens ne font pas attention avec l'IA générative, c'est qu'on perd les occasions de former des experts. Donc, ça, c'est un des éléments qui est ressorti aussi du livre de Molick. C'est que justement, un expert qui est déjà un expert qui utilise une IA générative, bien, il est capable de faire un travail d'un novice. Quelqu'un qui aurait été un apprenti avant, bien, il est capable de faire ce travail de novice-là à une IA générative. Mais là, dans le temps, bien, c'était des novices qui faisaient ça, c'était des apprentis. Puis c'est comme ça qu'ils ont développé leur expertise. C'est en faisant des tâches de bas niveau ou les tâches qui sont plus routinières, etc., qui ont réussi à développer l'expertise, qui ont été exposés au contenu, puis qui sont devenus des experts dans le futur. Donc, si les gens ne passent plus par ce processus-là cognitif, ben, c'est un enjeu majeur, là, parce que ça se peut qu'on perde carrément une génération d'expertise, puis après ça, on ne sera plus capable de la rattraper. Puis là, après ça, on devient trop dépendant justement des outils, puis de leur biais algorithmique, etc. Ça prend des humains dans la boucle, ça prend des gens qui sont prêts finalement à dire, ben cette tâche-là, je sais qu'une IA est capable de la faire, mais je fais le choix conscient que dans le contexte d'apprentissage présent, je veux que les étudiants le fassent manuellement. Donc, puis ça, c'est pas des choix c'est des choix qu'il faut justifier. Et c'est un défi, là, personnellement. C'est mon livre de chevet là, présentement qui
justement, on est en train de bâtir l'avion, on est en plein vol. Là. 1000 personnes ont déjà utilisé cette analogie-là, mais c'est vraiment ça qui se passe. Là. On change, on modifie, on adapte des contextes de cours là, à partir justement de la réalité impactée. Puis, je peux vous dire là, que quand il est sorti ChatGPT, en novembre, il y a 2 ans, j'ai corrigé ChatGPT. J'ai corrigé toutes ces erreurs. Plus on avance dans le temps, bien, plus on voit aussi des écarts entre des bonnes utilisations, des moins bonnes utilisations, et aussi est-ce que c'est l'utilisation de l'outil approprié. Donc, il va y avoir de plus en plus de questions au niveau de est-ce que c'est le bon outil, est-ce que c'est l'outil qui répond là, aux attentes ou aux besoins là, de l'activité qu'on a à réaliser. Je ne vois pas de nouvelles questions. Ben, c'est ce qui mettrait fin à la rencontre d'aujourd'hui. Ben, au nom de Isaka, Noura, Mathieu, merci beaucoup. Merci au niveau, au niveau aussi du CERTIA, du Centre de recherche Affaires et TI de l'Université Laval, justement, d'appuyer ou de permettre et de propulser justement ce genre de conférences-là. Je vous invite aussi à nos deux prochains événements qu'on va avoir au niveau de ISACA. On va avoir transformation numérique en PME, bâtir les fonctions pour un succès durable. Donc, c'est un volet qui nous a été demandé, comment on aborde ces éléments-là dans des contextes de PME. On a des contextes de grandes entreprises, mais du côté des PME. Et aussi au mois de mars, donc le 12 mars, questions éthiques et critiques en IA générative. Donc, une invitée qu'on souhaite et qu'on souhaitait recevoir pour justement nous initier ou, dans certains cas, nous familiariser ou rajouter de la nuance là, dans nos convictions. Donc, c'est ce qui met fin à la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Au plaisir. Portez-vous bien.